OKI, voilà ce qui s'est réellement passé. Pendant que tout le monde scrutait chaque mouvement de Cole Palmer en mars dernier, cherchant désespérément des signes de sa prétendue déchéance, ce type était en train d'orchestrer l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire récente du football. Et vous savez ce qui est vraiment ironique dans tout ça? C'est que les mêmes personnes qui l'enterraient vivant il y a quelques mois sont maintenant celles qui prétendent avoir toujours cru en lui. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé, parce que cette histoire est bien plus fascinante que tout ce que vous avez pu lire dans les journaux. Retournons quelques mois en arrière, à ce fameux moment où Chelsea traversait sa pire crise de la saison. Les médias s'acharnaient, les fans paniquaient sur les réseaux sociaux, et au centre de toute cette tempête se trouvait un jeune homme de 22 ans qui venait tout juste d'être sacré meilleur jeune joueur de l'année. Sauf qu'en mars, personne ne parlait plus de ses trophées. Non, les discussions tournaient autour d'une seule question obsédante. Qu'est-ce qui ne va pas avec Cole Palmer? Certains prétendaient qu'il était épuisé, d'autres qu'il avait perdu sa magie, et les plus pessimistes affirmaient carrément qu'il n'avait jamais été aussi bon que ça pour commencer. Une fraude, disaient-ils, un joueur d'un seul but, construit sur des pénaltys et quelques moments de chance. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment précis où tout semblait s'effondrer autour de lui, Palmer n'a jamais paniqué. Pas une seule fois. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il comprenait ce qui se passait vraiment. Pendant que les experts débitaient leurs analyses à la télévision, pendant que les fans débattaient furieusement sur Twitter, lui était en train de s'adapter silencieusement à un système complètement nouveau. Un système qui allait finalement le transformer d'un excellent joueur en une véritable légende. Mais j'anticipe. Revenons au début de cette saison, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Quand Enzo Maresca a débarqué à Chelsea, tout le monde s'est posé la même question. Ce type qui venait de gagner le Championship avec Leicester, allait-il pouvoir gérer une star comme Palmer? Les sceptiques rappelaient rapidement que Maresca avait été l'assistant de Pep Guardiola. Et on sait tous ce que les tactiques obsessionnelles de Pep avaient failli faire à la carrière de Palmer à Manchester City. Le cauchemar allait-il se répéter? Palmer allait-il être étouffé une nouvelle fois par un système trop rigide, trop complexe, trop tactique? Les premiers matchs semblaient pourtant répondre par un non retentissant. Dès le deuxième match de la saison, Palmer a explosé. Un but sensationnel juste avant la mi-temps qui lui a valu le titre de but du mois, faisant de lui le premier joueur de l'histoire à remporter ce trophée 2 mois consécutifs. Mais il n'en est pas resté là. Non, ce type est retourné au vestiaire, est revenu sur le terrain et a littéralement massacré la défense adverse avec 3 passes décisives en 14 minutes. 14 minutes. Laissez cette information vous pénétrer un instant. 3 passes décisives en moins d'un quart d'heure. Si Erling Haaland n'avait pas décidé de marquer 2 triplés ce mois-là, Palmer aurait probablement été élu joueur du mois également. Mais il n'en avait rien à faire, parce qu'il savait que ce n'était que le début. Septembre est arrivé, et avec lui, l'un des moments les plus emblématiques de toute sa carrière. Brighton, ce match qui allait devenir légendaire. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? 4 buts en une mi-temps. Mais attendez, parce que ce que personne ne vous dit, c'est à quel point cette performance était encore plus impressionnante que ce que les chiffres suggèrent. Avant même son premier but, il avait déjà frappé le poteau. Il s'était fait refuser un but par la VAR. Le commentateur a même plaisanté en demandant s'il pouvait marquer directement sur corner. Sa seule erreur du match, un face-à-face manqué. Une seule. Et même là, le commentateur a simplement dit qu'il était humain après tout. Même si en regardant sa carte thermique, on pourrait en douter. Voici ce qui est vraiment fou. Son rôle principal dans ce match n'était même pas de marquer. Il jouait tellement bas qu'on aurait pu le confondre avec un arrière droit. Son boulot était de créer, d'orchestrer, de faire tourner l'équipe. Et pourtant, il a quand même trouvé le moyen de marquer 4 buts. Sans oublier cette passe incroyable à Madueke qui a terminé sur le poteau et celle quasi identique à Jackson en seconde période qui a gâché une occasion en or. Et c'est là que commence vraiment notre histoire. Parce que ces occasions manquées allaient devenir le symbole d'une tendance qui entrait Palmer pendant des mois. Après cette performance légendaire, Maresca l'a qualifié de meilleur joueur de la Ligue. La Premier League elle-même semblait d'accord, lui décernant le titre de joueur du mois. Quelques jours plus tard, après avoir contribué à l'égalisation contre Forest, il a été nommé joueur de l'année de l'équipe nationale anglaise par un vote en ligne. Ironique, n'est-ce pas?
Southgate l'avait écarté pendant tout l'Euro. Et pourtant, avec le peu de temps de jeu qu'il avait reçu, il s'était imposé comme le joueur le plus décisif. Le match suivant contre Newcastle, bien sûr qu'il a marqué le but de la victoire, parce que c'est ce que font les légendes. Puis est venu ce moment magique contre Aston Villa. Un but tellement beau qu'il a laissé Emi Martinez cloué au sol. Mais ce but était bien plus qu'une simple beauté technique. Il représentait une étape historique. 30 buts en Premier League pour Chelsea en seulement 46 matchs. Pour mettre cela en perspective, seul Jimmy Floyd Hasselbaink avait fait mieux avec 41 matchs, mais avec 7 passes décisives de moins. Des géants comme Hazard et Drogba avaient eu besoin de 88 et 67 matchs respectivement pour atteindre ce chiffre. Même la meilleure série d'Hazard avec le club avait nécessité 76 matchs, et il n'avait que 2 passes décisives de plus que Palmer. Laissez cette réalité s'installer un moment. Le match suivant contre Brentford, il a égalisé une fois de plus, battant cette fois le record d'Hasselbaink pour le nombre de buts marqués pour Chelsea en une année civile. 4 jours plus tard, contre Tottenham, alors que Chelsea était mené 2-1 et avait désespérément besoin d'une victoire pour maintenir sa deuxième place, Palmer s'est présenté au point de penalty. Le premier but a égalé le record de Yaya Touré pour le plus grand nombre de penaltys convertis consécutivement sans jamais en manquer. Mais il ne s'est pas arrêté là. Non, parce que Cole Palmer n'est pas du genre à se contenter d'égaler des records. Le deuxième penalty, une panenka glaciale qui a permis à Chelsea de se rapprocher à 3 points du leader Liverpool. Paul Merson a déclaré après le match que ses performances cette saison étaient encore plus impressionnantes que lors de sa première saison fabuleuse. Mais voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'au moment exact où Palmer semblait intouchable, où le culte autour de lui atteignait des sommets stratosphériques, quelque chose a commencé à changer. Son but contre Fulham n'a pas suffi à éviter la défaite. Celui contre Palace n'a rapporté qu'un match nul. Sa feinte magistrale contre Bournemouth a eu le même résultat décevant. Soudain, Chelsea a enchaîné 4 matchs sans victoire, est tombé à la 5e place, et ce but contre Bournemouth est devenu le dernier que Palmer marquerait en jeu ouvert pendant 6 mois interminables. 6 mois. Laissez cette durée vous frapper. Pour un joueur qui venait d'être sacré meilleur jeune joueur de l'année, qui établissait record sur record, qui semblait destiné à tout gagner, 6 mois sans marquer en jeu ouvert ressemble à une éternité. Et c'est à ce moment-là que les vautours ont commencé à tourner. Les médias ont commencé à publier leurs analyses. Les experts ont commencé leurs autopsies. Et les fans, oh les fans, ils ont commencé à paniquer. Certains ont dit que les défenseurs avaient finalement compris son jeu. Et il y avait du vrai là-dedans. Palmer subissait maintenant environ 2 fois plus de fautes qu'auparavant. D'autres ont blâmé Nicolas Jackson et ses coéquipiers. Et encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Entre décembre et février, aucun joueur en Europe n'a créé plus d'occasions que Palmer. Aucun. Et pourtant, Jackson avait gâché 7 des 32 occasions créées par Palmer. 7. Les fans les plus loyaux parlaient simplement de malchance, soulignant que sans compter les pénaltys, il marquait à un rythme similaire à la saison précédente et générait pratiquement le même nombre d'assistances attendues. Mais il y avait un autre argument, plus subtil, plus pernicieux et probablement plus proche de la vérité, le système de Maresca. Ce football lent, méthodique, basé sur la possession, semblait étouffer Palmer. Regardez les statistiques des buts attendus sur les contre-attaques rapides, ce que Palmer adorait. Vers la fin de la saison de Pochettino, elles avaient atteint un pic qui correspondait exactement au pic de forme de Palmer. Mais dès l'arrivée de Maresca, ces chiffres ont commencé à chuter progressivement, parallèlement aux performances de Palmer. Le nouveau système l'était en train de le tuer à petit feu. Et Maresca le savait. On l'avait vu se plaindre quand l'équipe jouait un football de transition trop direct, applaudissant quand ses joueurs ralentissaient le tempo. Il avait même admis ouvertement qu'il voulait que Chelsea apprenne à gagner sans faire de belles figures. Ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais c'était un compromis. Et tout le monde savait que ce compromis limiterait Palmer. Maresca lui-même devait le savoir. Puis est venu mars, et avec lui, le moment le plus embarrassant de la carrière de Palmer jusqu'alors. Son premier pénalty manqué, après une série parfaite de 13 pénaltys convertis d'affilée. Après avoir battu le record de Yaya Touré, il a raté. Maresca a essayé de justifier cela en expliquant que Palmer n'était pas censé jouer, qu'il avait été absent pendant 2 jours à cause d'une fièvre et, assez ironiquement, de diarrhée.
ce qui expliquait pourquoi il s'était précipité dans les vestiaires dès sa sortie. Mais le mal était fait. Le narratif avait changé. Cole Palmer n'était plus invincible. Quelques jours plus tard, il s'est blessé pour la première fois depuis 1 an et demi. 3 semaines d'absence. Chelsea devait affronter les Spurs dans un match crucial pour la qualification en Ligue des Champions et leur meilleur joueur allait peut-être manquer à l'appel. C'est à ce moment précis que la frénésie médiatique a vraiment explosé. Soudain, les gros titres ont commencé à surgir. La saison dernière n'était qu'une illusion construite sur des pénaltys. Il ne dépend que de ses 2 performances contre les Wolves et Brighton pour gonfler ses statistiques. Le froid Palmer est vraiment devenu froid. Les experts supposaient qu'il était fatigué, surmené, stressé par le poids des attentes. Après tout, selon Maresca, c'était lui qui avait insisté pour jouer malgré sa maladie parce qu'il devait mener Chelsea en Ligue des Champions. Et c'est là, à ce moment précis, où tout le monde l'enterrait, où les articles nécrologie sur sa carrière commençaient à être rédigés, que Cole Palmer a fait quelque chose de brillant. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas répondu aux critiques, il n'a pas justifié ses performances. Il a simplement continué à travailler silencieusement, méthodiquement, s'adaptant au système qui était censé le détruire. Parce que voyez-vous, ce que personne ne comprenait à l'époque, c'est que Palmer n'était pas en train de décliner. Il était en train d'évoluer. Le match contre Liverpool a été le premier indice. Non seulement Palmer a enfin marqué, même si c'était sur penalty, mais c'était la première fois qu'il s'intégrait vraiment dans le système de Maresca. Il ne dépendait plus des contre-attaques rapides. Il adoptait un football basé sur la possession, contrôlant le tempo, choisissant délibérément quand accélérer plutôt que de suivre le cours chaotique du match. En plus de son penalty, il a frappé le poteau et créé 4 occasions, participant aux 3 buts qui ont rapporté à son équipe 3 points cruciaux pour la qualification en Ligue des Champions. Mais le vrai déclic est venu lors de la finale de la Ligue Europa Conference. Les enjeux étaient au maximum, exactement comme Palmer les aime. Et c'est là qu'il a atteint sa maturité complète. Il a dominé ce match d'une manière complètement différente de tout ce qu'on avait vu avant. Plus de sprints effrénés dans des espaces vides. À la place, une construction lente, méthodique, créant de la tension et du danger à chaque touche de ballon. 2 passes décisives, le titre d'homme du match, et l'honneur de devenir le premier joueur depuis Marcelo à réaliser 2 passes décisives dans une finale européenne. Les fans l'ont ovationné, les médias l'ont encensé. Et quelque part, quelqu'un a dû se demander « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» La Coupe du Monde des clubs a été la confirmation finale. Chelsea n'avait atterri dans ce tournoi que grâce à son titre de champion d'Europe 2021. Même si depuis, le club avait changé 4 fois d'entraîneur, de propriétaire, et qu'il ne restait pratiquement plus aucun joueur de cette époque dans l'équipe. Mais peu importait, parce que maintenant, Chelsea avait Cole Palmer, le nouveau Cole Palmer, le Palmer 2.0 si vous voulez. Une passe décisive en 8e de finale a prouvé qu'il était vraiment de retour. Ce but magistral en quart de finale qui a mis fin à sa période de disette et remporté le match. Et puis, la demi-finale où il a débuté en tant que milieu central, démontrant à quel point Maresca avait maintenant une confiance absolue en sa capacité à prendre en charge l'ensemble du système. Le PSG aurait peut-être dû se méfier. Mais ils ne l'ont pas fait. Grande erreur. Parce que pour la première fois, ils ont été confrontés aux 2 versions de Palmer à la fois. La version ancienne qui explosait dans les espaces lors des contre-attaques et la version nouvelle qui construisait patiemment le danger quand l'adversaire se repliait. Chaque fois que les Parisiens restaient prudents en retrait, ils se frayaient un chemin vers le danger. Chaque fois qu'ils prenaient confiance et montèrent sur le terrain, ils les punissaient instantanément. Le résultat, 2 buts, une passe décisive, le titre d'homme du match et la démolition de ce qui était censé être la meilleure équipe de la planète. Champion du monde, l'Empire State Building illuminé en bleu. Et soudain, tous ces experts qui l'enterraient quelques mois plus tôt ont fait volte-face. Nous avons toujours su qu'il reviendrait. C'était juste une période difficile. Les grands joueurs répondent toujours présents. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Comme il est facile de réécrire l'histoire quand les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. Cole Palmer n'a jamais été fini. Pas un seul instant. Pendant ces mois soi-disant catastrophiques, aucun joueur en Europe n'a créé plus d'occasions que lui. En fait, en mettant de côté les fameux penalties, il n'avait marqué que 3 buts de moins et délivré 3 passes décisives de moins que lors de sa saison légendaire précédente. 3, c'est tout.
mais les narratifs sont plus puissants que les faits, et le narratif à l'époque était que Palmer était terminé. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un joueur de 22 ans s'est adapté à un système complètement nouveau, tout en maintenant un niveau de création qui surpassait tous les autres joueurs du continent européen. Il a appris à prospérer dans un football de possession, alors qu'il excellait naturellement dans un football de transition. Il a évolué, grandi, mûri, sous le regard impitoyable des médias et la pression écrasante des attentes. Et quand le moment est venu, quand les enjeux étaient au plus haut, il a prouvé que tous ses détracteurs avaient tort. Et vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça? À la fin de la saison, même au milieu de toute cette prétendue crise, il a quand même été nommé joueur de l'année par la PFA. Alors oui, Palmer a fait croire à tout le monde qu'il était fini. Mais la seule chose qui était vraiment finie, c'était la patience de certains fans et la crédibilité de certains experts qui ont tiré des conclusions trop rapides sur l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Maintenant, regardez-le. Champion du monde, maître de 2 systèmes de jeu différents, capable de détruire n'importe quelle défense, que ce soit par des contre-attaques explosives ou par une construction patiente et méthodique. À 22 ans, il a déjà prouvé qu'il peut s'adapter, évoluer et exceller face à l'adversité. Et c'est là que je vous le dis, il est temps de recommencer à s'inquiéter pour tous les autres. Parce que si c'est ce que Cole Palmer est capable de faire pendant sa prétendue mauvaise période, imaginez ce qu'il va faire maintenant qu'il a vraiment trouvé son rythme. L'histoire n'est pas celle d'un joueur qui était fini et qui est revenu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a refusé de laisser le bruit extérieur définir sa réalité, qui a continué à travailler quand tout le monde doutait et qui a finalement émergé, non pas comme le même joueur qu'avant, mais comme quelque chose de plus fort, de plus complet, de plus dangereux. Cole Palmer n'a jamais trompé personne. Ce sont les gens qui se sont trompés eux-mêmes en pensant qu'une période de transition signifiait une décadence. Et maintenant, alors qu'il se tient au sommet du monde, trophée en main, l'Empire State Building brillant derrière lui, la seule question qui reste est celle-ci. Qui sera assez stupide pour douter de lui la prochaine fois ?